Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode brut de capteur. Aujourd'hui je vais vous parler d'une notion un petit peu plus compliquée que celle qu'on a vue déjà depuis le début de l'année. Donc dans une vidéo noire, on va parler donc aujourd'hui de la courbure de champ, notion un petit peu plus complexe, qui va nécessiter peut-être quelques recherches aussi de votre part. Les vidéos noires sont assez difficiles à concevoir et à tourner, donc pour moi elles sont beaucoup plus chronophages entre guillemets. Donc j'en ai peu fait depuis le début de l'année, donc on en profite ce mercredi pour une notion peut-être un petit peu plus compliquée que les vidéos vertes que vous avez eues depuis janvier 2017. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Vous pouvez trouver toutes les infos dans la petite fiche en haut à droite de votre écran. Et puis bien sûr à m'aider toujours en partageant mes vidéos. Moi ça m'aide beaucoup et ça me fait plaisir. C'est parti. Alors qu'est-ce que la courbure de champ? Eh bien, en réalité c'est une aberration optique. Comme vous le savez, aucun système optique n'est parfait. Ainsi, l'image d'un point coïncide pas toujours avec le point théorique sur le capteur ou sur la péloche. Partons du principe ici que le focus est toujours fait au centre de notre image. Il est important de rappeler cela pour la suite. Ici, les rayons de lumière issus d'un point objet traversent un système optique et coïncident en un point image parfait. Ça, c'est la définition du stigmatisme rigoureux. Bien sûr, ça c'est dans le monde de oui-oui et dans le monde de la physique optique parfaite, dans la théorie en gros. Mais en réalité, ces rayons coïncident parfois un petit peu avant ou un petit peu après la surface photosensible. Dans les deux cas, cela entraîne forcément une perte de piqué. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo entière sur le piqué. C'est une des raisons, et j'insiste sur l'une des raisons, car il y en a d'autres, pour laquelle votre optique pique plus au centre que sur les bords. Mais pourquoi sur les bords? Eh bien, la courbure de champ est une aberration géométrique qui joue là-dessus. Avant de rentrer dans les détails, une petite anecdote. Il y a encore 3 ans, je dois vous avouer que je connaissais même pas le terme de courbure de champ. C'est en réalité par hasard que je me suis intéressé à ce sujet. Un soir, je donnais rendez-vous à un ami dans le 12e arrondissement de Paris, et lui, il voulait donc acheter un petit Canon AE1 argentique. On se retrouve donc chez un mec, un passionné de photographie argentique, enfin il y en avait partout, sur les murs, sur les étagères, c'était impressionnant. On discute, on fait affaire, et puis Guillaume, l'ami en question, remarque la présence d'une énorme chambre photographique posée sur un trépied, qui aurait pu d'ailleurs accueillir une mitrailleuse 12-7 tellement il était énorme. Et là, le type en question nous fait un cours magistral sur les plans films, sur le décentrement, la bascule, tout y passe. Vraiment, ça dure presque 1 heure, c'est génial, on échange, on discute, c'est vraiment super. Et là, à un moment donné, entre deux phrases, il nous dit que l'image d'un plan focal n'est pas en réalité un plan, mais une sorte de courbe. Arrivé là, je l'ai pris pour un illuminé, car pour moi, l'image d'un plan ne peut être autre chose qu'un plan. Et il n'en est rien, bien sûr, car c'est lui qui a raison. Regardons cela. Dans le cadre d'un système optique soumis à la courbure de champ, plus les rayons sont éloignés de l'axe optique et plus les rayons de lumière coïncident avant la surface photosensible. L'ensemble des points forment alors non plus un plan, mais une courbe. On peut même parler plus d'une partie de sphère, puisqu'on peut se placer en 3 dimensions, bien sûr. Cette aberration, comme on vient de le dire, augmente en fonction de la distance qui sépare le point image de l'axe optique. Tout cela part du principe que la netteté est au centre de l'image. En revanche, si la mise au point est faite sur un bord de l'image, eh bien, le résultat sera différent. On obtiendra des bords nets et un centre flou. Bon, c'est un petit peu caricatural, mais de manière théorique, c'est plutôt ça. La courbure de champ étant directement proportionnelle à la distance entre le point image et l'axe optique, comme on vient de le voir, eh bien, la taille du capteur a une importance capitale. Plus le capteur est grand et plus le phénomène est important sur les bords. Ainsi, un détenteur de capteur APS-C sera plus avantageux qu'un détenteur de capteur full frame, enfin plein format. Si on reste dans le matos, bien sûr, toutes les optiques ne sont pas égales devant la nature. Et plus généralement, là encore, la correction de la courbure de champ n'est pas toujours aussi bien maîtrisée entre des optiques d'entrée de gamme et des optiques qui coûtent un peu plus cher. En général, ce n'est pas une vérité absolue, mais plus vous mettez d'argent en général, plus ce genre de soucis sont mieux contrôlés. Là encore, privilégiez aussi des optiques fixes. Le souci des constructeurs d'appareils photo à corriger cette aberration optique ne remonte pas d'hier, puisque différentes méthodes ont été expérimentées. Tout d'abord la correction optique, puisque les objectifs anastigmates ont fait leur apparition il y a fort longtemps, l'un des plus célèbres étant le Tessar, créé par Paul Rudolph pour Carl Zeiss, donc en 1902 il me semble,
plus ou moins tous dérivés du triplet de Taylor, qui était un système à 3 lentilles, une divergente et 2 convergentes. D'autres systèmes ont permis de corriger plus ou moins bien l'aberration, comme les presse-films incurvés. Vous savez, le presse-film, c'est cette petite pièce donc sur les appareils photo argentiques, qui était donc à l'arrière du film. Le fait de l'incurver permettait d'avoir un film qui n'était pas tout à fait plan. Cela impliquait d'avoir donc aussi une optique fixe à l'appareil, puisque forcément cette aberration varie en fonction de l'optique utilisée. En numérique, c'est plus compliqué de tordre un capteur. Mais Sony, en juin 2014, a fait le pari d'un capteur courbe. Cela se met donc en place sur les smartphones au début. En revanche, cela pose quand même pas mal de soucis, des soucis de définition, des soucis d'aberration chromatique et aussi des soucis de compatibilité actuelle. Et oui, puisque l'essentiel de nos optiques embarque un système qui corrige déjà ces aberrations, et donc la commercialisation d'appareils dont ces capteurs seraient courbes inclurait aucune compatibilité avec ce qui existe déjà dans les marques existantes. Donc ça pose quand même quelques petits soucis, mais je pense que l'avenir peut inclure, on va dire, des capteurs courbes, en tout cas, c'est pas exclu. Il existe également des corrections numériques de la courbure de champ, en revanche, ça je connais pas très bien, je sais pas trop comment ça fonctionne, donc s'il y a des gens un petit peu plus pointus que moi sur ce sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Pour les plus férus de calcul, je vous mets en cadeau la formule du calcul de la courbure de champ, qui ne vous servira certainement à rien, mais enfin bon, ça donne déjà une expression mathématique et ça permet de comprendre à quoi elle est proportionnelle. L'écart grand E, donc un écart qui se mesure en millimètres et qui est souvent de l'ordre du dixième ou du centième, est égal à petit d au carré divisé par le diamètre de la courbure, comprenant les points image. Avec E, l'écart exprimé en millimètres, donc, et D, la distance entre le point image et l'axe optique. Cette formule nécessite de connaître le diamètre de la courbure, de la courbe donc qui comprend tous les points images, et cela n'est pas forcément évident à avoir, puisque en ce qui me concerne, j'ai jamais vu un fabricant communiquer là-dessus, et comme c'est, on va dire, propre à chaque optique, eh bien sans ça, on peut difficilement le calculer. Mais il y a des gens qui le font, notamment ceux qui font de l'astrophotographie, puisque c'est assez important pour eux. Voilà, cette vidéo est terminée, elle fait une introduction aussi à la notion de piqué. On pourrait éventuellement parler de ça dans une autre vidéo. On a déjà parlé de flou dans une autre vidéo, donc voilà, on va peut-être faire quelques vidéos dans ce thème-là. Nous, comme d'habitude, on se dit à mercredi 11 h, donc à mercredi prochain. Et puis d'ici là, n'oubliez pas de partager. Ciao, ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner